Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à l'installation de Ruby on Rails sur Windows avec l'utilisation de WAMP. Donc le principe de ce tutoriel est relativement simple, c'est que vous êtes déjà un développeur PHP, vous avez l'habitude de travailler avec WAMP Server, donc qui vous permet d'avoir MySQL et PHP fonctionnels rapidement, et vous aimeriez bien vous mettre à Ruby. Le principal problème de Ruby on Rails, c'est que pour Windows, vous avez une solution qui consiste à installer un genre de WAMP qui s'appelle Instant Rails. Mais le problème, c'est que ça vous duplique, ça vous recrée une nouvelle base de données MySQL. Donc moi, ce que je vais vous expliquer, c'est comment installer Rails, juste la partie Rails, et comment faire en sorte de le faire fonctionner avec notre base de données qui est actuellement sur WAMP. Donc le principe est le suivant, on va avoir WAMP qui tournera en permanence, qui va nous permettre de continuer à développer en PHP de manière classique, et en plus d'avoir une base de données MySQL. Et du coup, on va installer Rails et on va configurer notre projet pour qu'il utilise directement la base de données qui se situe sur WAMP. Donc, on est parti. La première chose pour utiliser Rails, c'est d'abord d'installer Ruby. Donc, il y a seulement deux versions qui fonctionnent actuellement pour Rails. C'est la 1.8.7 et 1.9.2. Donc ça, faites bien attention lorsque vous téléchargez. Donc ici, je clique sur Windows Installer et je prends la version 1.9.2. Donc moi, je l'ai évidemment déjà téléchargé pour gagner du temps. Hop, et je l'installe. Donc au niveau de l'installation, pas grand chose de spécifique à dire, seulement au niveau de la deuxième fenêtre, cochez bien ajouter Ruby au PAF, ajouter l'exécutable Ruby au niveau du système. Donc ça c'est très important parce que si vous ne mettez pas ça, vous ne pourrez pas utiliser Ruby en ligne de commande, ce qui est plus gênant un petit peu ce qui est gênant par la suite lorsqu'on va vouloir installer les gemmes et notamment Ruby on Rails. Donc ici, j'ai coché cette case, j'ai choisi de le mettre à la racine de mon système. Je vous conseille de faire de même si vous le mettez par exemple dans Program Files. Je sais que ça provoque des erreurs sur certains modules, tout simplement parce qu'il y a un espace. Et du coup, il croit qu'il y a deux commandes différentes. Donc pour éviter les problèmes au maximum, je vous conseille vraiment de l'installer à la racine de votre système. Donc ici, j'installe ça. Donc normalement, vous ne devriez pas trop avoir de problème. Et ensuite, l'étape suivante, c'est d'installer directement Rails avec cette ligne de commande. Donc là, l'installation vient de se finir. Normalement, RubyGems est déjà installé. Donc là, je démarre mes lignes de commande sur Windows. Donc moi, j'utilise Console2, qui est un système qui me permet d'avoir une ligne de commande un petit peu plus jolie. Mais vous pouvez tout à fait utiliser les commandes standards de Windows. Donc en tapant dans votre barre de recherche cmd.exe. Et vous devriez avoir une ligne de commande un petit peu plus sale, mais qui ressemble à ça. Voilà. Donc là, normalement, si vous faites Ruby, vous devriez avoir la ligne de commande qui est comprise. Donc si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez oublié de cocher sûrement au moment de l'installation l'ajout de Ruby au niveau du système. Donc moi, ici, je vais installer Rails. Donc je fais gem install Rails. Donc là, automatiquement, ça va lancer l'installation de Rails. Donc ça met plus ou moins de temps suivant votre système et votre connexion Internet. Donc ici, j'ai eu un petit problème au moment de l'installation, c'est qu'il n'arrive pas à installer certaines gemmes. Donc si vous avez aussi ce problème, vous avez la ligne de commande en dessous qui vous explique le problème. Mais globalement, il faut installer DevKit. Donc ici, hop, on va aller chercher Ruby DevKit. Donc en fait, le DevKit va permettre de pouvoir installer des gemmes un petit peu plus complexes, un petit peu plus spéciales. Donc ici, hop. On continue à cliquer et nous on va télécharger le DevKit pour la 1.9.2. Donc ici, on prend ça. Donc le DevKit c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'installation de pas mal de gemmes. Donc notamment si par exemple comme moi vous utilisez Live Reload, je sais que pour l'installation vous en avez besoin. Donc le DevKit c'est bien téléchargé, je clique, j'exécute. Donc en fait c'est seulement un zip là, et ne vous inquiétez pas. Et je vais le placer dans un dossier spécifique. Moi je vais aller directement sur mon système. Dans mon dossier qui contient Ruby, et là je vais créer un nouveau dossier. Hop, un nouveau dossier, je me suis trompé, que je vais appeler DevKit. DevKit. Et c'est ce chemin-là que je vais aller mettre sur l'extracteur. Donc ici, mon DevKit a fini de s'extraire. Au niveau de la page, vous allez ensuite dans l'aide, ça vous redirige vers l'aide de GitHub. Et là, vous cliquez sur les autres pages de ce wiki. Et ensuite sur le développement de kit. Donc là, ils vous expliqueront comment installer. Donc nous, on va vraiment respecter ces choses-là pour ne pas avoir de problème. Donc là, on a bien extrait tous les fichiers et après, on est parti. Donc ici, je vais devoir taper quelques lignes de commande. Donc je réouvre la console. La première chose à faire, c'est de se rendre dans le dossier d'installation. Donc là, je fais C2 points et ensuite, je vais dans le dossier Ruby. Puis ensuite, dans mon dossier DevKit que j'ai créé. Donc juste après, il me demande de lancer cette ligne de commande. Donc c'est Ruby espace dk.rb, donc dk comme DevKit.
et j'initialise ce système-là. Donc automatiquement, normalement, il va détecter votre installation de Ruby, mais il est conseillé quand même de vérifier que ça a bien fonctionné. Donc là, vous ouvrez votre dossier DevKit et vous regardez si le fichier de configuration est bon. Donc là, hop, je vais l'éditer et vous voyez que le dossier d'installation de Ruby a bien été détecté. Donc je peux passer à l'étape suivante. Donc ils me disent d'éditer s'il y a des problèmes, de faire ça et ensuite de lancer l'installation de DevKit. Donc là, j'ai juste à taper cette ligne de commande et automatiquement ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant je peux repartir et refaire un gem install Rails pour retenter l'installation de Ruby on Rails en utilisant cette fois-ci DevKit qui me permettra d'installer toutes les gemmes sans trop avoir de problème. Voilà, donc l'installation a fini, c'est une opération qui prend quelques minutes, j'ai coupé pour que ça paraisse moins long, et je suis prêt à travailler. Donc comment ça fonctionne au niveau de Rails? Rails, ça va vous permettre de créer un site, donc ça passe beaucoup par des lignes de commande, notamment pour les migrations et pour la création du projet, et l'idée c'est de créer le projet en ligne de commande. Donc du coup, il faut préparer quand même un dossier dans lequel vous allez avoir votre projet, histoire de ne pas le mettre un petit peu n'importe où. Donc moi, j'ai un dossier site qui se trouve dans mon disque D, et j'ai un dossier tuto, et là, je vais créer un nouveau projet Ruby. Donc je vais me rendre en ligne de commande dans ce dossier-là. Donc je vais cd site. Ensuite, je vais dans mon dossier tuto, et ensuite, je reste là. Donc pour créer tout simplement un projet Rails, il vous suffit de faire Rails, New, et ensuite de taper le chemin vers votre projet. Donc ici, ce serait Ruby. Sauf que moi, je veux utiliser une base de données particulière, donc je vais mettre -d MySQL. Donc là, automatiquement, vous devriez avoir un dossier Ruby qui va se créer. Le -d MySQL m'a permis de lui préciser que je voulais utiliser MySQL. Et du coup, vous allez voir que la configuration va se faire de manière automatique pour accueillir MySQL. Donc vous laissez faire le bundle install, hein, ça prend un petit moment. En fait, il installe les extensions dont il a besoin. Alors en vrai, si vous êtes sur un système Unix, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Sur Windows, vous allez le voir, à chaque fois qu'on va lancer bundle install ou certains trucs, ça met un petit peu de temps. Donc ici, je vais ouvrir ce dossier Ruby directement sur mon éditeur, histoire qu'on voit l'architecture des dossiers. Donc par défaut, vous voyez qu'il a créé tous les dossiers dont il avait besoin. Donc le dossier app qui contient notre application avec les contrôleurs, les vues, ça ressemble un petit peu à du Cake PHP, mais globalement c'est du MVC, donc vous ne devriez pas trop être dépaysé. Et ensuite, tous les autres fichiers qui concernent la configuration. Donc par défaut, quand on demande à Ruby on Rails d'installer avec MySQL, il programme une extension particulière qui est MySQL2, que vous voyez ici. Le problème, c'est que cette extension, elle ne fonctionne pas sur Windows et vous allez devoir utiliser MySQL normal. Donc au niveau ici du fichier gemfile, donc c'est le fichier qui dit toutes les gemmes que va utiliser notre projet, vous éditez ce fichier-là et vous remplacez MySQL2 par MySQL. Et ensuite, vous sauvegardez. De la même façon, au niveau de votre dossier config, ici, vous allez avoir un dossier database.yml. Donc c'est un fichier qui permet de configurer les bases de données. Donc ici, moi je vais utiliser MySQL standard en UTF-8. Je vais ensuite dire que la base de données c'est Ruby. Tout simplement parce que c'est une base que j'ai créée. Vous prenez n'importe laquelle que vous avez actuellement sur votre installation de WAMP. Hein. Là, on ne va pas développer des choses, mais c'est juste pour faire le test. Donc ici, je lui ai précisé que la base de données c'était Ruby. Et username root, pas de mot de passe. Et le host, c'est bien localhost. Donc tout le reste est bon. Donc ça, c'est la base de développement. C'est la base de données qui va être utilisée. C'est la configuration qui va être utilisée par défaut. Donc je sauvegarde ça et je sauvegarde ça. Donc ensuite, au niveau de vos lignes de commande, vous vous rendez dans votre dossier. Donc ici, moi, c'est Ruby. Et vous faites un bundle install pour le forcer à réinstaller les gemmes qu'il n'aurait pas trouvées. Donc ici, ça permettra de forcer l'installation de cette gemme MySQL. Voilà, donc là, tout c'est bien terminé. Donc ici, on est prêt à lancer notre petit serveur. Donc Ruby on Rails intègre par défaut un petit serveur, un petit peu comme Apache. Pour le lancer, vous devez juste faire Rails suivi de S. Et automatiquement, ça va lancer le serveur. Donc ça, c'est un raccourci vers la commande Rails server. Donc là, vous voyez qu'on tombe sur un problème un petit peu bizarre. Tout simplement, il ne trouve pas la librairie qui est chargée de se connecter à MySQL. Donc ici, en fait, l'astuce est relativement simple. Il vous faut tout simplement télécharger cette fameuse DLL. Donc moi, je la prends de Instant Rails, qui est le système qui permet d'installer à la fois MySQL et Ruby. Et ici, vous prenez cette librairie-là. Donc une fois que vous l'avez, vous allez automatiquement dans votre dossier d'installation de Ruby, qui se trouve à cet endroit-là. Et au niveau
de votre dossier bin, vous allez y rajouter cette librairie MySQL. Voilà. Et automatiquement, vous relancez votre serveur en refaisant un Rails S. Donc automatiquement, ça va démarrer le serveur WebBrick, donc qui est l'équivalent de Apache mais pour Ruby. Donc ensuite, si vous voulez voir votre serveur tourner, il vous suffit de faire localhost 2.3000. Donc 3000, c'est le port utilisé par WebBrick, ce qui veut dire que si vous faites localhost standard, vous tombez quand même sur l'accueil de WAMP. Et vous tombez ici sur Ruby on Rails, la page d'accueil. Donc là, on a le serveur qui fonctionne, on a Ruby qui fonctionne, mais on n'a pas encore essayé de faire la connexion avec MySQL. Donc au niveau de la configuration, les fichiers de configuration ont l'air bons, et on va essayer. Donc je vais réouvrir une ligne de commande, et je vais aller me replacer sur mon dossier site tuto Ruby. Donc là, pour tester ça, on va faire juste un dump SQL. Donc on fait rake db schema .dump. Ça, automatiquement, ça crée un dump de la structure MySQL. Donc là, vous voyez que ça tombe sur plein de lignes d'erreur, alors que normalement, ça devrait n'afficher absolument rien. Alors, si vous avez ce problème-là, c'est peut-être parce que vous avez une version de Rake qui est un petit peu trop récente et qui casse la structure, qui casse un petit peu le fonctionnement de Rails. Si c'est le cas, ce que l'on peut faire, c'est au niveau du gem file, préciser la version de Rake que l'on veut utiliser. Donc, on fait gem, Rake, virgule, et on va utiliser la version 0.8.7 qui, je le sais, fonctionne normalement sans trop de problème avec Rails. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on revient sur notre ligne de commande, on refait un bundle install pour lancer l'installation de ces nouveaux bundles, donc bundle install. Donc là, vous voyez qu'il me demande de faire un bundle update rake à la place, donc je fais un bundle update rake, et je retente ce coup-ci de faire un rake db.schema.dump. Vous voyez que ce coup-ci, je n'ai pas eu d'erreur, donc apparemment tout s'est bien passé. Si vous voulez vérifier que tout s'est bien passé, vous allez dans votre dossier Ruby. Là, vous avez un dossier DB qui contient en fait tous les systèmes qui vont vous permettre d'interagir avec la base de données. Et là, vous avez un petit fichier qui s'appelle schema.db. Et dans ce fichier-là, normalement, vous devriez retrouver le nom des différentes colonnes qui correspondent à votre base de données. Donc moi, vous voyez qu'il y a deux tables, une catégorie et une table products. Et si je regarde au niveau de ma base de données sur WAMP, ça correspond bien. J'ai bien catégorie et products. Donc voilà, là, vous êtes prêt à travailler avec Ruby on Rails tout en utilisant les bases de données déjà existantes sur WAMP. Donc l'avantage, c'est que ça évite d'avoir installé notre système. Donc voilà, vous êtes maintenant prêt à développer sur Ruby avec Ruby on Rails. Donc rendez-vous dans le prochain tutoriel pour découvrir ce framework et ce nouveau langage.